Lors de sa propre fête de fiançailles, ma sœur m'a dit de m'asseoir n'importe où, puis a essayé de me faire payer l'addition de toute la soirée. J'ai simplement souri et j'ai fait en sorte que le mariage de rêve qu'elle planifiait depuis des mois ne se déroule pas comme prévu. J'ai 28 ans. Je travaille dans le secteur du numérique à Paris. Rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures et me permet d'inviter ma copine au restaurant sans vérifier mon application bancaire chaque fois que nous commandons un dessert. J'ai toujours été celui qui ne demandait pas grand-chose dans ma famille. L'enfant facile, comme disait ma mère. Celui qui ne créait pas de drame, ne demandait pas beaucoup, n'avait pas besoin d'être secouru ou de traitement de faveur. Ce rôle me semblait autrefois un compliment. Maintenant, je sais que c'était juste un code pour dire celui qu'on peut ignorer. Ma sœur Adèle a 2 ans de moins que moi, mais on pourrait croire qu'elle est le centre de l'univers. Blonde, expressive, connue sur Instagram pour son style de vie. Le genre de personne qui fait tourner chaque réunion de famille autour de sa dernière collaboration avec une marque ou de la façon dont son petit ami, devenu fiancé, Louis, s'entend à merveille avec leur thérapeute de couple. Oui, une thérapie de couple avant le mariage. Des signaux d'alarme à n'en plus finir, mais essayez de dire ça à mes parents. Ils traitent Adèle comme une reine. Tout ce qu'elle touche est encadré et accroché sur le frigo. Pendant ce temps, j'ai une fois obtenu une promotion au travail et ma mère a cru que je progressais enfin dans ce domaine du numérique. Malgré tout ça, j'ai gardé mes distances sans couper les ponts. Je me montre pour les grandes occasions. Anniversaire, fête, le dîner de famille occasionnel où Adèle tient la cour pendant que je sirote ma boisson en priant pour que le dessert arrive tôt. Ce n'est pas que je la déteste. C'est juste que je ne lui fais pas confiance. Il y a une différence. Adèle est le genre de personne qui vous donne un cadeau d'une main et un appareil photo de l'autre pour pouvoir poster votre réaction sur les réseaux. Tout est une performance, y compris la famille. Il y a quelques mois, elle s'est fiancée à Louis lors d'un voyage de dégustation de vin en Bourgogne, un événement dont elle s'est assurée que nous soyons tous au courant grâce à ses publications Instagram 24 heures sur 24. Je l'ai appris par un message de groupe qui incluait un emoji de champagne, une vidéo en boucle de la bague et la légende, il a enfin mis une bague à mon doigt. Ma mère a enchaîné avec un message personnel un jour plus tard qui disait « N'es-tu pas si heureux pour ta sœur ?» Pas de point d'interrogation, juste une attente. Bien sûr, j'ai dit « Félicitations ». Bien sûr, j'ai réagi à la photo de la bague. Bien sûr, j'ai répondu oui au dîner de fiançailles, même si je savais déjà que ce serait un événement extravagant avec des centres de table élégants et des discours forcés. Ma copine Margot est celle qui m'a poussé à y aller. Elle est prévenante comme ça. Calme, gentille, mais vive comme l'éclair. Elle voit parfois les choses avant moi. C'est juste une soirée, a-t-elle dit pendant qu'on se brossait les dents le matin même. Tu te montres, tu souris pour les photos, et après on va manger des crêpes. C'est le genre de partenaire qu'elle est. Elle rend tout gérable, même quand ma famille est, eh bien, elle-même. Le dîner avait lieu sur une terrasse sur le toit en centre-ville de Paris, un de ces endroits à la mode où ils suspendent des guirlandes d'ampoules partout et servent des cocktails à 25 € avec des pétales de fleurs flottant dessus. Le genre d'endroit qu'Adèle aurait identifié des mois à l'avance pour concrétiser son tableau de visualisation. Nous sommes arrivés 5 minutes en avance, parce que c'est comme ça que Margot fonctionne. Et dès que nous sommes entrés dans la zone de réception, je l'ai senti. Ce changement, comme si on entrait dans une fête où la musique s'arrête juste assez longtemps pour vous faire réaliser que vous n'étiez pas vraiment à votre place. Il y avait une longue table blanche près du fond, décorée de bougies et de petits cartons dorés avec l'écriture bouclée d'Adèle. Chaque carton portait un nom en cursif. Maman, papa, oncle Laurent, tante Hélène, même des noms que je ne reconnaissais pas. Le côté de Louis, j'ai supposé. J'ai parcouru la rangée une fois, puis une deuxième fois, et Margot a regardé aussi. Rien. Pas de carton pour nous ? A-t-elle demandé doucement, comme si nous l'avions peut-être manqué. Je lui ai adressé un sourire pincé et j'ai essayé de ne pas laisser la chaleur monter à mon visage. Je savais comment ça paraîtrait, le frère discret qui fait une scène pour un porte-nom. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Adèle s'approcher de nous, le bras lié à celui de Louis, son autre main tenant un verre de quelque chose de pétillant et rose. Sa robe était scintillante, ses talons trop hauts pour quiconque d'autre qu'elle. Et elle avait l'air de flotter au-dessus de nous, simple mortelle. Raphaël, a-t-elle dit comme si elle était surprise de me voir. Puis elle a ri. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment.
J'ai forcé un sourire. Pourquoi ne serais-je pas venu? Elle a haussé les épaules, rejetant ses cheveux en arrière. Tu es toujours si occupé avec ton travail dans le numérique. En plus, tu n'es pas vraiment du genre dîner mondain. Puis elle s'est tournée vers Margot et lui a fait cette fausse accolade. Tu es si mignonne. J'adore la robe. Margot a juste souri. Calme comme toujours. Merci. Adèle a fait un vague signe avec son verre en direction du bar. Il y a des places libres par là. C'est plus décontracté, mais vous pouvez tout à fait vous y installer. Le dîner devrait bientôt commencer. Et sur ce, elle s'est éclipsée comme si elle ne venait pas de dire à son propre frère qu'il n'y avait pas de place pour lui à son dîner de fiançailles. Margot et moi nous sommes dirigés vers le coin bar où quelques tables hautes étaient posées comme si on y avait pensé au dernier moment. Je me suis assis sur un tabouret, soudain conscient de combien je me sentais déplacé dans mon blazer. Margot n'a rien dit. Elle a juste frotté mon genou sous la table et m'a lancé un regard qui disait qu'elle l'avait vu, elle aussi. La mesquinerie, le dédain. J'ai essayé de ne pas y penser. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour obtenir une validation. J'étais là pour soutenir ma sœur, même si elle me reconnaissait à peine comme faisant partie de sa liste d'invités. J'ai siroté mon whisky hors de prix et j'ai fait la conversation avec Margot. Pendant ce temps, les discours ont commencé à la table principale, des discours que l'on ne m'avait pas demandé de faire. Papa a porté un toast les larmes aux yeux. Maman rayonnait comme si elle avait donné naissance à une reine, et Adèle était assise au centre comme si c'était son couronnement. De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil dans notre direction. Le dîner est arrivé et reparti. Des assiettes de mets raffinés ont circulé, suivies de mini-desserts. Nous avons finalement eu quelques restes froids, déposés par un serveur compatissant qui a murmuré « Désolé pour le retard ». Comme si nous étions du personnel de coulisses, pas des membres de la famille. J'ai attendu que Adèle revienne vers nous pour présenter des excuses ou faire de la place à table, mais elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Puis est venu l'acte final, l'addition. Un serveur s'est dirigé vers notre table, tenant un petit porte-facture. Il s'est arrêté devant moi. « Monsieur, l'addition » a-t-il dit, me l'attendant comme si c'était une évidence. J'ai cligné des yeux. L'hôtesse a dit que vous vous en occuperiez. Avant que je puisse répondre, Margot s'est penchée en avant, sa voix douce mais ferme. Nous ne sommes même pas sur la liste des invités, a-t-elle dit avec un sourire. Essayez avec la mariée. Et à ce moment-là, les yeux du serveur ont vacillé de moi à elle, puis de nouveau à moi, enregistrant l'absurdité de la situation. Il a fait un rapide signe de tête et s'est éloigné, me laissant stupéfait. J'ai regardé Margot. Elle a juste haussé les sourcils et a pris une autre gorgée de sa boisson. Et c'est là que quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas une question d'argent. C'était le fait d'être invisible dans une pièce pleine de gens qui étaient censés me voir. D'être utilisé comme un accessoire dans une fête où je n'étais jamais vraiment le bienvenu. De réaliser que parfois, la famille cesse d'être un endroit où l'on a sa place pour devenir une scène pour laquelle on attend de vous que vous applaudissiez. Je n'ai rien dit à Adèle cette nuit-là, mais j'ai commencé à réfléchir à la situation familiale dans son ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ce sentiment de vide que l'on ressent après une longue nuit à prétendre que rien ne vous a dérangé. Margot et moi étions allés manger des crêpes après le dîner, une façon silencieuse de nous recentrer après une soirée qui nous avait fait nous sentir comme des figurants dans le film de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas dit grand-chose au début, se contentant de me serrer la main de l'autre côté de la table pendant que je picorais ma nourriture. Mais quelque part entre la deuxième tasse de café et le sirop qui touchait l'assiette, elle l'a finalement dit. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux. Quoi donc? La façon dont il te traite. Je voulais protester. Je voulais lui dire que les familles sont bizarres et compliquées et que Adèle est juste Adèle. Que ce n'était pas personnel, que je m'en fichais. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge parce que, pour une fois, je ne pouvais pas me mentir. Ça m'importait. C'était personnel. Et au fond de moi, je savais depuis des années que je serais toujours le remplaçant dans ma propre famille, celui qu'on pouvait oublier sans conséquence. Ce jour-là, je n'ai répondu à aucun message. Il y en avait quelques-uns dans la discussion de groupe familial, des photos du dîner, des légendes élogieuses, et bien sûr, une vidéo d'Adèle et Louis s'embrassant pendant que tout le monde applaudissait. Je l'ai regardé une fois,
j'ai fermé l'application et j'ai désactivé les notifications. J'aimerais pouvoir dire que ce fut le tournant, que je les ai coupés de ma vie à ce moment-là et que je suis passé à autre chose. Mais ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne, n'est-ce pas? On ne se réveille pas un jour en coupant tous les ponts. On essaie encore. On espère que quelque chose va changer. Et à chaque fois, on vous rappelle que ça ne changera pas. Au cours des semaines suivantes, le train des fiançailles a continué sa route. Adèle a envoyé des faire-part de mariage qui ressemblaient à des couvertures de magazines. Elle et Louis se tenant la main sur une plage à l'heure dorée. Tout en sourire et en soleil. Le mien est arrivé avec 2 semaines de retard, le coin corné comme s'il avait été ballotté dans un camion de la poste. Il n'y avait même pas mon nom sur l'enveloppe, juste Raphaël et un invité griffonné au stylo. Quand j'ai demandé à ma mère à ce sujet, elle a ri comme si ce n'était rien. Oh chérie, tu sais comment est Adèle. Elle a dû mélanger les enveloppes. Ne sois pas si susceptible, d'accord? Susceptible. Ce mot me suit toujours dans cette famille comme une mauvaise odeur. Adèle peut faire des crises dans les restaurants, culpabiliser nos parents pour qu'ils paient son loyer pendant 6 mois, et poster des citations passives-agressives sur le fait d'éliminer les personnes toxiques quand quelqu'un n'est pas d'accord avec elle. Mais c'est moi le susceptible. J'ai gardé mes distances après ça. Je répondais toujours aux messages si nécessaire. J'ai toujours envoyé un cadeau d'anniversaire quand papa a eu 60 ans. Je me suis toujours montré au récital de piano de ma nièce parce que je le lui avais promis. Mais j'ai arrêté de participer au fantasme familial. Fini de prétendre que je faisais partie du cercle intime. Fini de demander une place à une table où j'étais clairement juste le siège de secours. Margot, que Dieu la bénisse, n'a jamais insisté. Elle a juste observé. M'a vu serrer les dents pendant des appels téléphoniques gênants. A vu mon visage se crisper quand ma mère se vantait du succès d'influenceuse d'Adèle tout en appelant mon travail le truc du numérique. M'a vu m'éloigner lentement sans faire de scène. Elle savait mieux que quiconque que je n'étais pas encore prêt, pas pour ce que je ressentais vraiment. Puis est venue la fête prénuptiale. C'était censé être réservé aux filles, mais Adèle voulait une touche mixte et moderne, ce qui signifiait traîner les hommes pour des séances photos et l'ouverture des cadeaux. Margot était invitée, bien sûr. Elle a reçu une boîte spéciale par la poste avec du papier de soie doré et une bougie équipe de la mariée. Mon invitation était encore une fois une pensée après coup. Un message d'Adèle. Salut, tu peux venir à la fête si tu veux. Apporte quelque chose de mignon de la liste de cadeaux. Je ne voulais pas y aller. Margot le savait, mais encore une fois, elle m'a doucement poussé. Tu te sentiras mieux si tu es le plus grand des deux, a-t-elle dit. Juste une fois de plus. Alors, nous y sommes allés. La fête avait lieu dans un domaine viticole en Champagne avec lequel Adèle avait collaboré. Apparemment, il lui offrait une réduction en échange de publications à ce sujet. Quand nous sommes arrivés, il y avait des panneaux encadrés avec des mots dièses comme je me lance et une station de photos instantanées où les invités pouvaient écrire des messages au couple. Ça ressemblait plus à un événement marketing qu'à une célébration familiale. Je suis resté dans mon coin, sirotant une mauvaise sangria et hochant la tête pendant de petites conversations avec les amis de Louis. Margot a été entraînée dans un jeu de questions-réponses sur la mariée pendant que je me tenais dans un coin, regardant Adèle ouvrir des cadeaux comme si elle déballait des articles de luxe. C'est là que je l'ai entendue. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais la voix d'Adèle porte, surtout quand elle essaie d'impressionner. Elle parlait à l'une de ses demoiselles d'honneur, riant bruyamment au-dessus d'une pile de sacs cadeaux. Raphaël est si maladroit, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de baisser la voix. Il est comme un personnage secondaire dans sa propre vie. Je ne pensais sérieusement pas qu'il se montrerait encore. Margot a dû le traîner. La demoiselle d'honneur a gloussé. Il est mignon, cependant. Un mignon discret. Adèle a ricané. S'il te plaît, c'est la version au rabais de Louis. Je me suis figé. Quelque chose en moi s'est contracté si fort que j'ai dû poser mon verre. Margot est revenue quelques minutes plus tard, le visage rouge après le jeu auquel elles avaient joué. Un regard sur mon visage et son sourire a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai dit. On y va. Je ne lui ai pas expliqué dans le métro. Pas à ce moment-là. J'avais besoin de temps pour digérer ma colère. Pas seulement contre Adèle, mais contre moi-même pour m'être montré à nouveau. Pour les avoir laissés faire à nouveau.
pour avoir laissé ma propre sœur me réduire à une blague devant des étrangers. Cette nuit-là, j'ai finalement tout raconté à Margot. Chaque moment que j'avais enfoui, chaque affront que j'avais ignoré, chaque fois que j'avais joué le frère facile pour qu'il ne me trouve pas trop émotif. Elle a écouté, vraiment écouté. Et quand j'ai eu fini, elle a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre. Tu n'as pas à continuer de les laisser te faire du mal juste parce qu'ils partagent ton nom de famille. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma tête était trop pleine. Quelque chose se construisait. Un poids que j'avais porté toute ma vie était enfin en train de bouger. Je n'étais plus seulement en colère. J'en avais fini. Mais la vie a une façon de vous pousser encore plus loin, juste quand vous pensez avoir atteint votre limite. Le week-end suivant, j'ai reçu un appel de ma mère. Pas inhabituel, mais le ton était différent. Hésitant, comme si elle essayait d'amener quelque chose en douceur. Chérie, a-t-elle commencé? Adèle a eu une petite idée, et je lui ai dit que je t'en parlerai d'abord. Je me suis préparé. D'accord. Elle pensait que, pour le mariage, ce serait bien si tu aidais avec une partie des coûts. J'ai cligné des yeux. Des coûts? Tu sais, juste un peu de soutien. C'est un si grand événement et avec tout ce qui se passe, elle et Louis pourraient avoir besoin d'un coup de main. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu veux que je paie pour leur mariage? Non, pas payer, a-t-elle dit rapidement. Juste aider. Peut-être parrainer quelque chose, comme le photographe ou la note du bar. Tu sais, pour rendre ça spécial. J'ai fixé le plafond, essayant de garder ma voix calme. Maman, je n'étais même pas sur la liste des invités au dîner de fiançailles. Adèle ne m'a pas gardé de place. Oh, ne sois pas dramatique. Elle m'a donné l'addition, maman. Il y a eu une pause, une longue pause. Tu prends toujours les choses si personnellement, a-t-elle finalement dit. C'est ta sœur. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste cette même boucle culpabilisante que j'avais entendue toute ma vie. La famille, c'est le pardon. La famille, c'est le sacrifice. La famille, c'est ravaler sa fierté pour que l'enfant prodige puisse briller sans interruption. J'ai mis fin à l'appel peu après. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je connaissais déjà la réponse. Le point de rupture est arrivé 3 jours plus tard. Je travaillais tard quand j'ai reçu une notification de Margot. Juste un lien, pas de message. C'était la nouvelle publication Instagram d'Adèle, une vidéo sponsorisée pour un service de planification de mariage. Je l'ai regardée, la mâchoire se crispant à chaque seconde. Elle était là, posant dans une robe blanche sur le lieu de la réception, tourbillonnant sous les lustres et mimant les paroles d'une chanson tendance. La légende disait, « J'ai hâte d'épouser l'amour de ma vie dans le lieu de nos rêves. » Un grand merci à mon incroyable frère, Raphaël, pour avoir rendu cela possible. J'ai fixé l'écran. Je ne lui avais pas donné un centime. Elle avait menti publiquement, s'était vanté que je finançais son lieu de réception pour qu'elle puisse obtenir un contrat avec une marque, avait utilisé mon nom pour le prestige, pour le profit. Je ne l'ai même pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je suis juste resté là, laissant le poids de chaque insulte enfouie s'abattre sur moi d'un coup. Et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié, parce que je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Après cette publication Instagram, je me suis déconnecté pendant 3 jours. Pas de messages, pas de mails, pas de réseaux sociaux. J'ai mis mon téléphone dans un tiroir et je l'y ai laissé comme s'il était toxique. Margot passait me voir, sans jamais être intrusive, juste présente. Elle nous préparait du thé, s'asseyait à côté de moi, me touchait la main de temps en temps sans dire grand-chose. Elle comprenait quelque chose que je n'avais même pas encore dit à voix haute. Que je n'étais pas seulement humilié. J'en avais fini. Pas de manière théâtrale et dramatique. Je ne partais pas en claquant la porte ou en coupant les ponts en public. C'était plus silencieux que ça. Comme une corde qui finit par céder après avoir été tendue trop longtemps. J'avais passé toute ma vie d'adulte à jouer le rôle du frère compréhensif, du fils poli, du figurant silencieux, du gars qui ne voulait pas faire de vagues, mais maintenant je sombrais. Et le plus étrange, c'est que je ne voulais personne de ma famille pour me sortir de là. Quand j'ai finalement repris mon téléphone, j'avais 17 appels manqués. 9 de ma mère, 4 de mon père.
Le reste venait de numéros inconnus, probablement des amis d'Adèle ou des gens essayant de clarifier le mensonge sur le financement du lieu avant que ça ne dégénère. Il y avait aussi des messages de groupe. Des captures d'écran de la publication d'Adèle, des gens qui m'identifiaient, certains me remerciant même. Waouh, quel frère généreux. Tu as vraiment assuré pour les mariés. Respect, mec. Je les ai regardés comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Il n'y avait aucune excuse d'Adèle. Aucune correction. Pas de « hé, désolé d'avoir posté ça ». J'avais juste besoin de faire bonne impression pour le sponsor. Juste un message privé, une seule ligne. C'est juste de la com. Ne réagis pas de manière excessive. Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas juste de la com. C'était mon nom, mon temps, mon respect, mon intégrité. Et ce n'était pas juste ce moment-là. C'était les années qui l'ont précédé. Le Noël où je lui ai donné l'ordinateur portable dont elle avait besoin pour ses études, pour l'avoir le vendre en ligne 2 semaines plus tard. Le Thanksgiving où elle a dit à ses amis que j'étais entre deux boulots, alors que je venais d'être promu. L'anniversaire qu'elle a manqué. Les mensonges qu'elle a racontés. La façon dont elle a toujours réussi à réécrire le scénario pour en sortir en star et moi en second rôle. Margot m'a dit quelque chose cette nuit-là qui m'a marqué. Tu ne peux pas changer qui ils sont, mais tu peux arrêter de leur donner le micro. Alors, j'ai commencé par le silence. Pas de message, pas d'explication. Je me suis retiré du groupe de discussion. J'ai mis le compte de ma sœur en sourdine. J'ai même bloqué quelques-uns de ses amis qui continuaient à m'identifier dans des publications liées au mariage. Et pendant un moment, c'était calme, un calme inconfortable. Au début, j'avais l'impression d'être en exil, comme si je me punissais en prenant du recul. Mais avec le temps, ce silence a commencé à ressembler à la paix. J'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris du temps pour moi, du vrai temps. Du temps ininterrompu. Pas de téléphone, pas de drame familial, juste de l'espace. Je me levais tôt et j'allais au café avec Margot, même si je ne travaillais pas ce jour-là. J'ai recommencé à lire. Des choses que je voulais lire depuis des années. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas seulement pour me défouler, mais pour suivre des objectifs, des habitudes, des limites. Je ne savais pas où tout cela mènerait, mais j'avais besoin de quelque chose sur quoi reconstruire. Ma vie professionnelle s'est améliorée en premier. C'est drôle comme éliminer le bruit émotionnel crée de la clarté mentale. J'ai commencé à finir mes tâches plus rapidement, à demander plus de responsabilités. Mon manager l'a remarqué, ainsi que le directeur. J'ai proposé une nouvelle fonctionnalité lors d'un brainstorming d'équipe qui a fini par devenir un projet à part entière. Et 2 mois plus tard, je le dirigeais, calmement, avec confiance. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je n'en ai pas parlé en ligne. J'ai laissé ça pour moi. À peu près au même moment, Margot et moi avons décidé de partir en week-end. Juste nous deux. Sans vérifier les téléphones, sans partager de photos. Nous sommes allés dans un gîte calme en Normandie, une maison avec de grandes fenêtres et rien d'autre que des arbres et le ciel. Nous avons fait des randonnées, cuisiné ensemble, parlé de vraies choses, de nos rêves, de ce que nous voulions, non pas de ce que nous fuyions, mais de ce que nous construisions. C'est pendant ce voyage que j'ai réalisé à quel point je m'étais rabaissé pour m'intégrer dans des endroits que j'avais déjà dépassés. J'avais laissé ma famille définir ma valeur si longtemps que j'avais oublié que j'avais la permission de vivre en dehors de leur scénario. Je n'étais pas le frère silencieux. Je n'étais pas le personnage secondaire. J'étais quelqu'un qui comptait, même s'il ne le voyait jamais. Quand nous sommes revenus de ce voyage, quelque chose a changé. J'ai arrêté d'attendre que les choses changent. J'ai commencé à les changer moi-même. J'ai créé une adresse email distincte pour toute la correspondance familiale. De cette façon, je pouvais la filtrer et décider quand je voulais m'engager. J'ai délié les informations professionnelles de mes réseaux sociaux personnels. J'ai même dit à Margot que je voulais déménager un peu plus loin de la ville, dans un endroit avec plus d'espace. Elle s'est illuminée. Nous avons commencé à chercher des locations la semaine suivante. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage se sont poursuivis sans moi. Pas de nouvelles. Pas de « hé, peux-tu aider avec ça ?» Même pas une invitation de courtoisie au prochain brunch familial. Ils n'ont pas remarqué que j'étais parti. Ou s'ils l'ont remarqué,
il ne s'en souciait pas assez pour le dire. J'ai vu des bribes en ligne. L'enterrement de vie de jeune fille d'Adèle à Ibiza, sa séance photo surprise sur le lieu de la réception, un extrait d'elle essayant des robes, en larmes, entourée d'amis, et bien sûr, de maman. Je n'étais dans rien de tout ça. Et pour la première fois, cette absence ne m'a pas piqué. C'était comme la liberté, jusqu'à une nuit de début mai où tout a de nouveau éclaté. Margot et moi venions de finir de dîner quand j'ai reçu un message vocal de mon père, pas de ma mère. Papa, rien que ça, c'était bizarre. Il n'est pas du genre émotif, mais sa voix était tremblante, trop basse. Raphaël, écoute. Je sais que les choses ont été tendues, mais nous devons parler du mariage. Il s'est passé quelque chose. Appelle-moi. Je me suis figé. Margot a suspendu sa gorgée. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai fait écouter le message. Elle a froncé les sourcils. Tu penses que c'est vrai ou une autre manipulation? Un seul moyen de le savoir, ai-je marmonné. Je l'ai rappelé. Il a décroché à la première sonnerie. Salut mon grand, a-t-il dit comme si nous nous étions parlé la veille. Merci d'appeler. Écoute, je ne veux pas t'entraîner dans quoi que ce soit, mais Adèle est un peu dans le pétrin en ce moment. Quel genre de pétrin? Il a expiré bruyamment. Le lieu de réception est tombé à l'eau. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le contrat était faux, ou pas faux mais pas réel non plus. Elle en a parlé pour un contrat avec une marque avant de le réserver réellement. Il pensait qu'elle était confirmée parce qu'elle les avait identifiés et avait envoyé des emails, mais elle n'a jamais payé la compte. Maintenant, ils sont complets et elle n'a nulle part où organiser le mariage. Je n'ai rien dit. Elle panique, a-t-il continué. Ta mère essaie de la calmer, mais c'est grave. Elle parle de tout reporter. Une pause. Puis la vraie raison de l'appel. Elle pense que tu pourrais peut-être aider. Tu es organisé. Tu travailles dans ce truc du numérique. Tu pourrais probablement trouver une solution. Peut-être parler à quelqu'un. Nous devons juste nous serrer les coudes en ce moment, Raphaël. Et voilà. L'audace, le droit acquis, le même schéma ressuscité comme une horloge. Ils m'avaient exclu. Ils m'avaient ignoré. Ils avaient laissé Adèle traîner mon nom dans la boue pour un parrainage. Et maintenant que son fantasme s'effondrait, il se souvenait soudainement que j'existais, que j'étais fiable, que je ne créais pas de drame, que je pouvais être utilisé à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. Margot me regardait attentivement. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin, car nous savions tous les deux. Ils n'avaient rien appris. Et peut-être était-il enfin temps de leur donner une leçon. Je n'ai pas dit non. Pas tout de suite. Je pense que c'est ce qui a pris mon père au dépourvu. Il s'attendait à ce que je le rejette dès qu'il me demanderait de l'aide, surtout après ce qui s'était passé. Et je l'aurais probablement fait il y a quelques mois, mais j'ai appris quelque chose au cours des dernières semaines. Le silence ne signifie pas toujours la reddition. Parfois, c'est une stratégie. Alors, j'ai simplement dit, laisse-moi y réfléchir. Et il a tout gobé. Au cours des jours suivants, j'ai recommencé à recevoir des messages, de maman, d'Adèle, même de Louis, ce qui était nouveau. Ils avaient tous le même ton, désespéré, excessivement doux et plein de fausse gratitude. Maman, salut chérie. Je sais que nous avons une eau différente, mais ta sœur a vraiment besoin de toi. Elle est si stressée. S'il te plaît, pense-y, Adèle, salut, on peut parler? Je sais que les choses ont été compliquées, mais tu es toujours mon grand frère. Tu me manques. Louis, salut, mon pote. Je respecte si tu peux aider. Adèle est en pleine crise. Elle te fait confiance. C'était comme regarder un groupe de personnes réaliser que le pont qu'ils avaient brûlé était le seul moyen de traverser le canyon et essayer soudainement de le recoller avec des compliments et des émojis. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé mes recherches. J'ai examiné tous les lieux de réception dans un rayon de 300 km qui pourraient éventuellement accueillir un mariage de la taille de celui d'Adèle en moins de 3 mois. Pour tout vous dire, il n'y en avait pas beaucoup, du moins pas ceux qui correspondaient à ses standards. Elle voulait des lustres, des sols en marbre et des fenêtres cintrées pour les photos. Elle voulait de l'élégance, une ambiance de conte de fées et une forte esthétique Instagram.
Ce à quoi elle faisait face maintenant ressemblait plus à un repas partagé dans un jardin avec des chaises pliantes. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Adèle ne se souciait pas de se marier. Elle se souciait de paraître mariée, de l'événement, de l'image. Son vrai mariage était déjà celui qu'elle avait organisé en ligne. Publication, mot dièse, contrat avec des marques, partenariat. La cérémonie elle-même n'était que le final, le dernier acte du spectacle d'Adèle. Si cela ne se passait pas parfaitement, tout s'effondrait. Et c'était mon opportunité. Alors, j'ai passé un appel. Il y a ce type que je connais, Quentin. Il sortait avec la meilleure amie de Margot. C'est une de ces personnes absurdement connectées qui peuvent obtenir des choses avec un coup de fil et un sourire. Organisateur de mariage, gestionnaire de salle, arrangeur d'événements, quelque chose comme ça. Nous ne nous étions rencontrés que 2 fois, mais il se souvenait de moi. Raphaël, quoi de neuf, mon pote? Tu te décides enfin à faire ta demande? J'ai ri. Pas exactement. Je lui ai expliqué la situation. Enfin, une partie. Je lui ai parlé du lieu de réception de ma sœur qui était tombée à l'eau, de sa recherche désespérée d'un remplaçant, et de mon intention de l'aider. Tu as quelque chose de dernière minute? Il a fait une pause. Honnêtement, tout est complet cette saison, surtout avec tout le monde qui rattrape les événements. J'ai genre 2 week-ends de libre à des moments bizarres. Bizarre comment? Vendredi après-midi ou dimanche à midi. Pas exactement les meilleurs créneaux. J'ai hoché la tête. Des endroits qui rendent bien en photo? Pas besoin d'être fonctionnel, juste photogénique. Il a fait une autre pause, plus longue cette fois. J'ai peut-être quelque chose. Il m'a parlé de cet endroit à environ 1 heure de Paris, un immense et magnifique domaine transformé en lieu de réception qui n'avait pas encore officiellement ouvert. Toujours en rénovation, mais extrêmement photogénique. Mur de lierre, grand escalier et une ancienne serre avec des plafonds de verre. Le propriétaire acceptait les demandes pour de futures réservations, mais il n'en prenait aucune pour cette saison. Aucune chance qu'elle l'obtienne, a dit Quentin. Mais si tu dis qu'elle l'a. J'ai souri. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Samuel. Samuel est photographe. Un bon, en plus. Il fait des mariages, des concerts, des demandes en mariage, même quelques contrats commerciaux. Il a aussi été ignoré par notre côté de la famille depuis qu'il a révélé son homosexualité il y a 5 ans. Surtout par Adèle. Elle lui a dit un jour qu'il ne devait pas tout ramener à son homosexualité à sa propre fête d'anniversaire. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, mais quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il a tellement ri que j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Tu veux que je t'aide à orienter le mariage d'Adèle? Pense à ça comme de la direction artistique. Il était partant. Margot a aidé aussi. Bien sûr, elle n'a pas demandé de détails. Elle a juste vu le regard dans mes yeux et a su que je ne cherchais pas une vengeance mesquine. Il ne s'agissait pas d'humilier Adèle pour le plaisir. Il s'agissait de briser le schéma, de renverser enfin le scénario qu'ils avaient écrit pour moi depuis notre enfance. Nous avons passé des heures à planifier, à définir les éléments, le timing, les imprévus. J'ai fait des feuilles de calcul. J'ai créé des adresses e-mail jetables. J'ai contacté des fournisseurs et fait des pré-réservations fantômes au nom d'Adèle. Assez pour lui faire croire qu'elle avait des options, mais pas assez pour réellement sécuriser quoi que ce soit. Je lui ai fourni des pistes via de fausses recommandations. J'ai fait des erreurs en transférant des emails de confirmation, et elle a tout gobé. Une fois que j'ai finalement répondu à son message, elle n'était que gratitude et humilité, du moins en surface. Tu es vraiment un sauveur, Raphaël. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté de se parler. Celle-là m'a presque fait rire. Je ne lui manquais pas. L'utilité que je représentais lui manquait, la fiabilité, la chose sur laquelle elle pouvait compter quand tout le reste devenait trop chaotique. Alors, je le lui ai donné. Je lui ai trouvé le lieu parfait. Je lui ai envoyé des photos du domaine que Quentin m'avait montré, vide, immaculé, intact. Je lui ai dit que j'avais un contact qui pouvait la caser. J'ai même créé un faux email de réservation et ajouté un PDF qui ressemblait à une facture avec juste assez de jargon réaliste pour passer pour légitime. Elle n'a pas posé de questions. Elle l'a posté le soir même. Une autre vidéo. Plus de mots dièse.
Tellement reconnaissante envers mon grand frère, Raphaël, pour avoir sauvé la situation. Nous avons finalement eu le lieu de nos rêves. Je l'ai regardé avec Margot pendant le dîner, sirotant du vin et laissant l'ironie m'envahir. Elle s'est penchée. Tu me fais peur. J'ai souri. Bien. Une semaine plus tard, Adèle m'a demandé si je pouvais aussi l'aider pour le photographe. J'ai dit, bien sûr. Puis je lui ai envoyé le portfolio de Samuel sous un faux nom. Je lui ai dit qu'il était nouveau dans le milieu, mais ambitieux et talentueux. Elle est tombée amoureuse de ses photos immédiatement. Elle a dit qu'elles étaient éthérées. Qu'il capturait une magie authentique. Elle n'avait aucune idée que c'était le cousin qu'elle avait un jour désinvité de son brunch d'anniversaire parce qu'il risquait de mettre grand-mère mal à l'aise. Il a accepté de le faire. Sans hésitation. Le plan se mettait en place. Puis est venue la pièce finale, la liste de cadeaux. Adèle avait exagéré avec la sienne, des articles dont elle n'avait pas besoin. Appareils électroménagers hors de prix, lien vers des cagnottes pour une lune de miel à Bora Bora. Louis a même ajouté une console de jeux et des baskets de créateurs. Elle l'a posté dans le groupe de discussion familiale avec un message mignon, au cas où vous vous sentiriez généreux. Mes parents ont donné 2000 € pour la lune de miel. Pendant ce temps, Margot et moi avons créé une deuxième liste de cadeaux au nom d'Adèle. Même site internet, même couple. Mais au lieu d'articles de luxe, nous l'avons rempli de choses qui semblaient normales au premier abord, mais devenaient de plus en plus bizarres à mesure qu'on faisait défiler. Un pressail plaqué or, un smoking pour chien, un cactus de soutien émotionnel à 400 €, un ensemble de bavoirs pour adultes assortis, une planche à découper personnalisée qui disait la zone à viande de Louis. Puis, tout en bas, une photo encadrée de moi. La légende disait, parce que rien de tout cela ne serait possible sans Raphaël. Nous l'avons rendu public et l'avons laissé circuler. Il a fallu moins de 48 heures pour que les publications commencent à affluer. Des gens confus, riant, des captures d'écran faisant le tour. Adèle ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle était trop occupée à poster des publications éphémères de sa dégustation de gâteaux de rêve, mais ça allait arriver. La mise en scène était presque terminée. Les pièces étaient toutes en mouvement. Le lieu qui n'existait pas, le photographe rancunier, la liste de cadeaux qui allait lentement devenir un mème. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre le moment parfait, le jour où tout s'effondrerait. Le mariage était prévu pour le 17 juin, un samedi, le genre de journée chaude de début d'été dont rêvent les mariés d'Instagram. Adèle avait posté un compte à rebours chaque jour du mois précédent, identifiant les fournisseurs, partageant des aperçus de sa robe, mais pas trop, comme elle disait, juste assez pour créer l'engouement et s'assurer que tout le monde sache que ce serait l'événement de l'année. Elle avait posté le lieu de réception 3 fois dans la semaine précédant l'événement. Toujours avec la même légende, manifester la magie, suivi d'un crédit pour moi. J'étais le frère héros, le sauveur du mariage, le véritable héros du jour. Mon nom était dans les légendes, dans les commentaires, même mentionné dans un article de blog sur la planification de mariage dans lequel elle avait réussi à apparaître. Tout cela construit sur un mensonge. Ses abonnés, 43 000 à l'époque, étaient survoltés. La famille aussi. Ma mère a même laissé un message vocal, ému et essoufflé. Chérie, je suis si fier de toi. Tu as vraiment été là pour ta sœur. Ce mariage va être parfait. J'ai presque eu pitié. Presque. La veille du mariage, Adèle m'a envoyé 3 messages. Le dernier disait, j'ai hâte de te serrer dans mes bras demain. Tu nous as vraiment sauvés. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier. Je n'ai pas répondu, car j'avais déjà la réponse. La cérémonie devait commencer à 16 heures précises. Je suis arrivé avec Margot à 16h30, pas au lieu de réception. Cela aurait été impossible. Nous étions assis dans un café à 2 rue du domaine qu'Adèle pensait avoir réservé. Samuel m'a envoyé un message à 15h45 pile, je suis là. Rien n'est installé. Elle panique. Ils sont tous sur le parking. J'ai ricané dans mon café. À 16h15, le chaos avait éclaté. Le domaine n'était même pas ouvert au public ce jour-là. Les grilles étaient fermées. Le propriétaire, qui ne savait rien d'Adèle ou de Louis, avait appelé la sécurité quand un groupe de mariage non invité avait commencé à errer sur la pelouse. J'avais anticipé cela une semaine auparavant.
J'avais envoyé un email anonyme au directeur du lieu depuis un compte factice, les avertissant d'une influenceuse qui pourrait essayer d'utiliser les lieux sans autorisation. J'avais joint des captures d'écran des publications d'Adèle affirmant qu'elle avait réservé l'espace. Il n'était pas content. La sécurité attendait. À 16h18, Adèle a publié une publication éphémère, juste un selfie avec la légende, petit problème avec le lieu. Restez à l'écoute, MDR. Son ton était encore léger, théâtral, espérant encore qu'elle pourrait retourner la situation. Mais les choses se sont vite dégradées. Les invités appelaient. Les fournisseurs étaient en retard et confus. Les garçons d'honneur de Louis ont commencé à transpirer à travers leurs costumes. Grand-mère a été sortie du soleil et ramenée dans la camionnette climatisée. Les demoiselles d'honneur, toutes les 5, se tenaient là, tenant de faux bouquets destinés à une cérémonie qui n'aurait pas lieu. Et Adèle paniquait. À 16h32, elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. Puis elle a envoyé un message, « Raphaël, où es-tu » J'ai mis mon téléphone en silencieux. Margot m'a regardé, un sourcil levé. Elle pense toujours que tu vas venir. Elle pense toujours que je vais arranger les choses. À 17h, les invités avaient commencé à partir. Samuel continuait d'envoyer des mises à jour avec des photos, des plans larges de la foule se dispersant, un revirement complet par rapport à l'esthétique que Adèle avait prévue. La meilleure, un cliché d'Adèle debout près des grilles du domaine, tenant sa robe pour ne pas la salir sur le gravier, le mascara coulant, hurlant dans son téléphone pendant que Louis se tenait derrière elle, se frottant les tempes comme un homme qui reconsidérait tout. J'ai envoyé celle-là sur le téléphone de Margot pour qu'elle puisse la garder. À 18h, c'était fini. Pas de lieu de secours, pas de cérémonie, pas de réception magique sous des lumières scintillantes. Juste 200 personnes laissées confuses, frustrées ou légèrement amusées. Certains ont même posté sur les réseaux sociaux, l'appelant le mariage d'influenceuse qui n'a jamais eu lieu. Le mot dièse Louis et Adèle est devenu tendance pour les mauvaises raisons. Cette nuit-là, elle a posté un écran noir dans sa publication éphémère avec une seule phrase. Respectez notre vie privée en ce moment. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré. Les retombées sont arrivées rapidement. En 48 heures, plusieurs sponsors d'Adèle l'ont lâché ou ont suspendu leur collaboration. Quelques-uns lui ont envoyé des messages privés pour lui demander pourquoi ils avaient été identifiés dans une publication sur un faux lieu de réception. L'un d'eux, une application de planification de mariage, a même publié une déclaration. Nous avons été induits en erreur par des informations inexactes fournies par une cliente. Nous avons mis fin au partenariat avec effet immédiat. Son nombre d'abonnés a chuté de près de 7000 en une semaine, mais ce n'était que la surface. À la maison, les vrais dégâts étaient plus profonds. Je savais que j'aurais finalement l'appel. Il est venu de ma mère. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était déçue. Mais pas d'Adèle. De moi. Je ne comprends tout simplement pas comment tu as pu laisser les choses aller aussi loin, Raphaël, a-t-elle dit. Tu savais qu'elle avait des difficultés. Tu savais à quel point cela comptait pour elle. J'ai tenu le téléphone en silence pendant quelques secondes. Puis j'ai demandé, t'a-t-elle déjà dit que le lieu était faux? Eh bien, non, mais... A-t-elle déjà corrigé le mensonge selon lequel je payais pour ça? Elle a hésité. Ce n'était pas la question. C'était exactement la question. Une autre pause, puis doucement. Alors, la situation a pris cette tournure. Je n'ai pas répondu. Pas directement. Mais j'ai dit ceci. Elle ment depuis des années, écrase les gens, les rabaisse, et tu ne l'as jamais arrêté. Tu l'as encouragé. Tu l'as récompensé. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que le monde voit ce que nous savions déjà tous. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a raccroché. Adèle a essayé de limiter les dégâts. Bien sûr, elle a publié une vidéo en larmes 2 jours plus tard. Assise sur le bord de son canapé. Maquillage minimal, éclairage doux. Elle a parlé d'avoir été trahie, ciblée et déçue par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle n'a pas dit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Les commentaires n'étaient pas tendres. Meuf, tu as simulé ton propre mariage. Les influenceurs deviennent incontrôlables. On dirait le karma. Je n'ai jamais rien posté, jamais commenté, jamais corrigé le récit.
Je n'en avais pas besoin. La vérité s'était déjà assez répandue. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste de Samuel. Il m'a envoyé une version imprimée de la photo qu'il a prise. Adèle en pleine crise. Mascara coulant, poing serré. Il avait ajouté un cadre et un post-it qui disaient « On ne pardonne pas. On n'oublie pas. On l'encadre ». Je l'ai accroché dans mon placard, non par méchanceté, juste comme un rappel. Un rappel que le silence peut être assourdissant. Que d'être le discret ne signifie pas être faible. Et que parfois, la meilleure façon d'avancer n'est pas le feu et la fureur. C'est de les laisser face aux conséquences de leur choix pendant que vous vous éloignez, au sec. Margot et moi avons emménagé dans notre nouvel appartement le mois suivant. Cuisine plus grande, quartier plus agréable, beaucoup d'arbres, paisible. Nous ne parlons plus beaucoup d'Adèle, mais de temps en temps, quand je vois quelqu'un comme elle en ligne, souriant pour la caméra, vendant le rêve, vivant le mensonge, je me souviens de ce que ça faisait d'être oublié. Puis je me souviens de ce que ça faisait d'être vu. Et je souris, parce que je n'ai pas seulement vu la situation évoluer, je me suis libéré. Et ça valait plus que n'importe quel mariage ne pourrait jamais valoir. Commentaire, je voulais partager avec vous ce que cette histoire a éveillé en moi. Elle m'a rappelé à quel point il est essentiel de poser des limites dans nos relations. Notre dignité mérite d'être protégée, même face à ceux que nous aimons. Choisir la paix plutôt que de rester dans des situations qui nous diminuent change tout. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une vraie responsabilité. Guérir, c'est aussi apprendre à s'éloigner de ce qui nous fait du mal. La gentillesse garde toute sa valeur quand elle ne nuit pas au respect de soi-même. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir à vos relations, quelles limites pourriez-vous poser aujourd'hui? En nous respectant davantage, nous apprenons à vivre avec plus de sérénité et de liberté. Prenez bien soin de vous, et merci d'être là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.